Nous y sommes, chers amis. Roberto Romeo, buongiorno. Some love. Connectez-vous, s'il vous plaît. Lewis Spirit, Montaño, Hola, Evan. Hola. Connectez-vous, s'il vous plaît. Ah, le William. Marco Tele. Canta su tu mano. Somati. Ngombe nke nataka kuyapolo ya mbongo ngombe nke.
Voilà, mon gars. Chers amis, nous allons nous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour essayer de parler de nos problèmes, parler des problèmes de nos ancêtres, parler de ce qui nous réunit. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de la journée, ce que nous appelons la journée de la liberté des hommes noirs. Cette journée, c'est le 18 novembre 1803. 18 novembre 1803, la bataille de la Vertière ou le jour de la liberté de l'homme noir. Quelle fierté, quel bonheur que de parler d'un projet comme celui-ci. Donc, nous allons aussi en profiter. Il faut savoir que l'émission a déjà eu lieu pour la version, le versant de l'Est de l'Atlantique. Donc, c'était à partir de 20h30, heure de Manza-Congo, qui devait être 14h30, heure de Washington DC et de Port-au-Prince. Et de l'autre côté, c'était le dimanche, donc nous sommes déjà lundi, ici, de ce côté-ci, en Italie, sur le Prince de Nsundi Masengoma Bongolo, je vous parle depuis l'Italie. Donc de ce côté-ci, nous sommes déjà lundi 19 mai, il est 22h, plus ou moins 22h à Washington DC ou Port-au-Prince, 4h du matin à Mbanza-Congo, 22h à Washington DC. Donc, nous allons parler aujourd'hui du même sujet, essayer d'approfondir ce sujet. C'est la journée de la liberté des Noirs. Cette journée, c'est le 18 novembre 1803, la bataille de la Vertière. Et à côté de cela, nous parlerons, s'il vous plaît, aussi d'un atelier, un atelier qui est en train de pointer à l'horizon, atelier création de la Banque éthique africaine des Ougans et des Mambo. Il aura lieu en Haïti très bientôt. Nous parlerons aussi du Malaki Congrès des Congo Vision 3018, donc les Congos dans 1000 ans, qu'est-ce qu'ils vont être? Malaki Congrès, Congo Vision 3018. Nous parlerons aussi, flash sur la nuit du poule, un flash sur le pèlerinage au cœur de l'Afrique, et plus jamais ça, voilà. Tout ceci dans le cadre d'une émission que nous avons bien voulu dénommer Jean-Jacques Dessalines, André Grenard-Matsoua, deux hommes, deux continents, une même mission, la liberté de l'homme noir. Ceci se passe dans le cadre de la télévision, des activités de télé Congo, dans Afro-Congo TV, et puis de l'autre côté, c'est Wolof Malaki TV. Voilà, c'est ce cadre-là que nous nous sommes donnés pour échanger, pour aller de l'avant. S'il vous plaît, prenez votre temps pour sensibiliser les amis, prenez votre temps parce qu'aujourd'hui, nous disons, de ce côté-ci, nous disons, on va manger le fils du léopard. On va manger le fils du léopard. On va manger le fils du léopard.
N'hésitez pas, s'il vous plaît. Connectez-vous. Nous allons monter le fil du départ. Alien Black, Hellcoven, Lordi Lovia. Bertoni. Alléluia. On prend notre temps pour échanger. On prend notre temps pour parler des choses importantes. Celles que nous croyons être importantes pour nous. Connectez-vous. Nous allons manger le petit au bar aujourd'hui. Connectez-vous. Veillez Santa, connectez-vous. Bertoni Paul, Elia Payette, connectez-vous. Roberto Romero, bonjour. Hola. Luis, hola. Chiucheva. José Luis Tanto Musundi, bonjour. Donc, les amis de Racine Mapou, de Azor, bonjour. Bon, nous allons nous lancer donc dans notre discussion du jour. Ceux qui veulent nous joindre, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ceux qui veulent nous dire bonjour, n'hésitez pas. Vous pourriez le faire au plus 33
58 08 14 36. Pour ceux qui veulent nous contacter, pour ceux qui ont des questions, qui veulent poser des questions, ecco, per quello che non capiscono francese, volevo dire che ho dato il mio numero di telefono, se avete delle cose da chiedere, se avete delle cose da dire, fate la telefonata e così potrò rispondere. Almeno fate una, come si chiama, mettete su Google la traduzione della vostra domanda e così mettetelo qui, posso leggere e rispondere. Ok. Donc, hoy debemos comere hijo del leopardo. Hoy debemos comer hijo del leopardo. Aujourd'hui, on va manger le fils du léopard. Mais dans la culture Congo, le fils du léopard ne se mange pas. Le léopard ne se mange pas, s'il vous plaît. Mais si on dit qu'on va manger le fils du léopard, c'est que quand on a une question à résoudre dans une société, dans les sociétés congolaises, Congo, vous êtes dans une réunion, personne ne doit se lever de là si vous n'avez pas trouvé la solution à ce problème. Donc, parmi ces problèmes, il y a un grand problème. C'est la problématique du peuple Congo. C'est pourquoi le peuple Congo a-t-il été déclaré persona non grata depuis le 1er janvier 1804, depuis que Haïti a pris l'indépendance. Pourquoi les peuples Congo sont-ils devenus des hommes à abattre? Pourquoi sont-ils devenus des persona non grata? Le mot, c'est celui-là que je dois poser, persona non grata. Pourquoi? Donc, c'est des petites questions comme ça là que nous allons poser. Et pour répondre à ces questions, nous allons nous baser sur un jour. Le jour, ce jour-là, c'est le 18 novembre 1803. Il s'est passé quelque chose en Haïti. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Ce jour-là devait être la Noël pour nous, notre Noël. C'est ce jour-là qui doit être notre Noël. C'est le jour de la liberté de l'homme noir, le jour où on a battu à plate couture l'armée la plus forte du monde, l'armée de Napoléon Bonaparte. Le jour où Rochambeau a détalé, Rochambeau a fui ce jour-là, Rochambeau a fui. Ça devait être pour nous un jour de fête, un jour d'amour, un jour de gloire. Donc, nous allons parler de Rochambeau, plutôt de Capo-la-Mort. Nous allons parler de la journée de la liberté de l'homme noir. Così voglio ringraziare un mio amico Miguel Angel Avilas Nazaremo. Hola Miguel, hola. Siamo d'accordo per essere da voi, in Ecuador. Siamo d'accordo per, come si chiama questo paese, per Honduras, per quali altri paesi? Tutti, dove nelle comunità africane siamo pronti a venire per fare la promozione del Banco Etico Africano. Banco Etico Africano. Ok, donc voilà. Mais avant de commencer, nous aimons toujours avoir des règles, avoir des bases, avoir un système.
touchons le sol, les ciels étant trop éloignés. Je vous remercie. Son Excellence, Messieurs les ministres, pas ministre de n'importe quoi, mais de ce que nous avons de plus cher, de plus profond, de ce qui nous détermine comme tel, je voulais dire de la culture. Vous savez, aucun peuple ne peut se développer véritablement si sa culture est toujours aliénée. Telle est l'essence de Malaki Makongo pour nous. Eh bien, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec honneur, bonheur et émotion que j'essaie de représenter les Zaïre et de prendre parole. Pas n'importe quand, pendant que nous sommes en train de faire hommage à un pharaon. J'allais dire Cheikh Anta Diop. Le valet Tchokwe du Zaïre est venu pour dire réconcilions-nous la paix par l'art. Mais vous savez, le plus important, ce qui me touche, c'est que en ces moments tragiques, en ces moments pénibles, les initiatives comme Malaki Makongo sont quand même là. Malaki Makongo. C'est comme pour dire, l'homme tragique, c'est la nature, au comble de sa force de création et de connaissance, contrainte, pour ainsi dire, d'enfanter dans la douleur. C'est dans la douleur que nous devons créer. Ceci, je vois que quelques-uns d'entre nous sont quelque peu découragés. Faut-il continuer? Faut-il arrêter? Qu'allons-nous faire? Eh bien, c'est pour cela que je vais essayer de finir bientôt avec un poème. Et bien avant ça, je crois que le plus important, le message de la paix par l'art, nous voulions dire que beaucoup de choses nous divisent. Mais l'art, c'est ce que nous avons en commun. Le monde est déchiré. Par l'art, nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc que j'ai dit, et pour Malaki Makongo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Je vous remercie. Donc, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant, et c'est le plaisir qui fait qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Nous allons nous retrouver aujourd'hui pour parler de la date du 18 novembre, qui pour nous, Malaki Makongo, la date du 18 novembre devait être la plus grande date de l'Afrique. Parce que ce jour-là, les Haïtiens ont battu l'armée la plus forte du monde. L'armée la plus forte du monde, appuyée par toutes les autres armées, c'est-à-dire que le Portugal, l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, tous, ils étaient là pour mettre la main, pour étouffer la liberté.
Malheureusement, nos doyens avaient dit, on ne fait pas bac, on ne fait pas bac, on va de l'avant. C'est ce qui s'est passé. Alors, pourquoi je suis intéressé? Ah, mon frère Wali, bonjour, bonjour, tu vas m'écouter aujourd'hui alors. Parce que ce que je vais dire, il faut que ça parte jusqu'au, comment on appelle ça, il faut que ça parte jusqu'en Haïti, jusqu'au Chili, chez toi, là où tu travailles, ainsi de suite. Voilà. Euh, donc, je disais, pourquoi nous sommes intéressés? Nous sommes intéressés parce que la première fois que j'ai débarqué en Haïti, je n'allais pas en Haïti, j'allais en Guadeloupe. Je vais demander le visa parce qu'on m'avait dit que non, voilà, en Guadeloupe, j'étais déjà en France, hein, on me dit non, tu ne peux pas partir en Guadeloupe parce que toi tu vis en Italie, il faut aller prendre le, 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 le visa au consulat. Je dis, pas possible, mais la Guadeloupe, c'est la France. Je dis, non, 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 là-bas, c'est les tom-toms. C'est ce jour-là que j'ai compris que la Guadeloupe, c'est pas la France. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en Italie, je vais chercher mon visa. On me dit, la Guadeloupe, disons, le consulat de France de Milan était fermé. Ils étaient, en fait, j'avais quelques connaissances, je vais me rabattre à l'ambassade, au consulat de Haïti. Il y a une dame qui me reçoit, une dame européenne avec un accent très milanais qui me dit, mais qu'est-ce que vous venez chercher ici? Quand vous venez de faire arrêt? Je dis, je viens prendre le visa. Il dit, mais visa? Mais personne ne va en Haïti. Je dis, oh, madame, mais si personne ne va en Haïti, il faut que quelqu'un commence. Elle était un peu embêtée, elle se dit, parce que sûrement personne ne va chercher des visas là-bas. Ou bien bon. Il dit, mais monsieur, mais il y a la guerre en Haïti, il y a l'insécurité en Haïti. Je lui dis, madame, vous avez vu mon passeport? C'est écrit ici Congo. Et vous savez qu'à cause de l'or, du diamant, des richesses du Congo, il y a la guerre au Congo. Celle qu'on dit être une guerre ethnique, mais qui se fait avec des moyens techniques, des moyens modernes. C'est la guerre du pétrole, mais ils appellent ça guerre ethnique. Donc la guerre, la sécurité, je la connais. Elle était vraiment embêtée, elle me dit, mais il y a la pauvreté en Haïti. Je dis, madame, vous voyez ma peau? Elle est noire, surtout ici, là. Surtout ici, vous voyez là? C'est noir, noir, charbon. Donc, madame, dit-on que la pauvreté, elle est noire. Donc, la pauvreté de Haïti, c'est la pauvreté. Il me dit, écoutez, revenez voir le consul vers 13h, parce qu'il était 10h là, revenez voir le consul vers 13h. Je vais voir le consul, il me répète les mêmes choses, il me demande si je voulais partir. Je veux partir. Je dis, OK. Il appose le visa sur mon passeport. Je veux lui donner les 30 000 € qu'on donnait pour le visa. Il dit, non, 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 vous allez donner chez les pauvres haïtiens. Haïti qui a payé pour sa libération, Haïti a payé 700 000 $, 21 millions de francs or. 21 millions de dollars. Et c'est ça qu'ils appellent, va donner cet argent-là, c'est les pauvres haïtiens. Après avoir volé leur argent, tant mieux, je suis parti quand même. J'arrive le deuxième jour, j'étais bien accueilli par les amis. Le deuxième jour, je vais au musée de l'art haïtien, là au Champ de Mars. Nous sommes bien en novembre. Oui, nous sommes bien en novembre 2002. Monsieur Philippe Le Rebourg, le directeur de l'art haïtien, qui me reçoit, il me dit, j'ai vécu au Congo. Et selon les archives de Haïti, on nous dit que 75% de la population est originaire des terres Congo, suivant les archives nationales de Haïti. Il pose une question, il me dit, mais il fait comme ça, il dit, pourquoi seulement le vaudou?
75% de la population haïtienne originaire des terres Congo, pourquoi seulement le vaudou? Si vous prenez l'autre partie qui reste, si vous le divisez sur tous les autres pays africains, combien de pourcentage reviendra au Bénin? Donc, c'est la question qui l'embêtait. Et puis, en plus de ça, quand j'ai fonctionné, je suis allé partout, je suis allé à Saint-Domingo, je me rends compte que les Congos qu'on venait chercher, ceux-là qu'on disait que c'était des bons travailleurs, c'est des gens qui ne se fatiguaient pas, qui travaillaient en chantant, plein de gaieté, mais ils travaillent, ils savent qu'ils sont en esclavage, mais ils travaillent. Ces hommes-là, comment se fait-il qu'après la guerre de 1800, la guerre qui a pris fin le 18 novembre 1803, pourquoi après cela, les Congos sont-ils devenus des personnes non grata, des gens qu'il ne faut pas approcher? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis allé rechercher, j'ai pioché à gauche et à droite pour essayer de retrouver la vérité de cette histoire-là. C'est pourquoi je me suis rendu compte que plus le temps passait, plus un discours négatif, un discours répugnant pour le peuple Congo était véhiculé partout dans le système. Alors je me suis dit, sûrement qu'il faut chercher de ce côté-là. Il faut chercher de ce côté-là pour se poser la question de savoir pourquoi le Congo est-il devenu persona non grata dans le système international, parce que les Guadeloupéens qui sont venus au Congo, que nous avons reçus au festival Manakima Congo, qui sont venus à la recherche de leurs racines en 1994, ils nous ont dit, chez nous, en Guadeloupe, Congo est moins qu'un chat. Congo, c'est zéro, c'est moins qu'un chat. Alors on se pose la question de savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qui peut nous aider à régler ce problème? Et on se rend compte que les problèmes que les Congos, parce que j'ai appris que dans les mouvements d'indépendance, les plus grands groupes de soldats d'assaut avant-gardistes, c'était les Congos. Je me dis, mais est-ce que c'est peut-être à cause de cela que les Congos ont été déclarés persona non grata? Parce que ce que l'on ne connaît pas en Haïti, c'est que même au Congo, les Congos sont en train de connaître le même problème, avec les mêmes qui sont opposés au système international, aux esclavagistes. Je veux parler de la France et tout ce monde-là. Et on se rend compte que, situés à près de 10 000 kilomètres de distance, les Congos de Haïti et les Congos du Congo sont logés dans la même enseigne. Ils sont interdits de gérer leur pays. Ils sont déclarés persona non grata dans le système de gestion. Que s'est-il passé en Haïti? Que s'est-il passé? On a envie que vous nous expliquiez cela. Vous nous dites exactement ce qui s'est passé.
silence dans la voix. Bâtiment pour river, double manger les amis. Les silences dans la voix. Les silences dans la voix, bâtiment pour river, double manger les amis. Les silences dans la voix. Bâtiment pour river, double manger les amis. Donc, chers amis, nous allons passer à Capois-la-Mort. Mais avant de parler de Capois-la-Mort, j'aimerais vous faire entendre un discours très intéressant. C'était vous allez écouter Ati Max Beauvoir, le maître spirituel du vaudou haïtien, qui est en train de nous parler des Congos en Haïti. Son discours m'a fait frissonner. Je ne l'attendais pas parce que c'était en 2014. On s'était vu, c'était pour la 5e ou 6e fois que j'allais lui rendre visite. Et ce jour-là, j'étais beaucoup occupé parce que j'étais allé c'était dans le cadre du tourisme. Hein, je partais de Jacmel jusqu'au Cap, en passant par Gonaïves et tout ça. Mais il avait insisté que M. Massengo, c'est bien qu'on puisse se voir avant qu'il ne parte, qu'il quitte le sol d'Haïti. Je suis allé, nous nous sommes vus, et voilà ce qu'il tenait à me dire. Il avait insisté toute la semaine que je ne quitte pas Haïti sans qu'on puisse se voir. Parce que Dieu sache qu'est-ce qu'il y a de Congolais en nous. Mais nous savons que c'est des fondements de la culture haïtienne, c'est des fondements congolais. Donc, il est en train de poser la question de savoir, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de Congolais en lui? Qu'est-ce qu'il y a de Congo en lui? En regardant des amis qui ont visité Congo, des amis Congo qui sont là-bas, il est en train de poser la question de savoir, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de Congo en moi? Parce que selon lui, les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolais. Les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolais. Écoutez-le. Rapporter
Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il y a de populaire en nous. Mais nous savons qu'il faut des fondements. La culture haïtienne, c'est des fondements congolaises. Et nous sommes notre modèle de guerre de dépendance. Est un modèle congolais. Donc, les fondements de la culture haïtienne ont une base Congo. Il dit le modèle de la guerre d'indépendance de Haïti était un modèle Congo. Et qui vient de l'ancien royaume du Congo. Tous nos modèles viennent de notre modèle de couper-tête de l'État est un modèle congolais. C'est ça, il fallait explorer ça, de faire la technique pour faire la gestion. Et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas qui nous ont conduit 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. C'est un modèle congolais. Mais par contre, les gens qui suivent les livres de Trump, des livres qui sont écrits par vous, donc qui ont d'autres visions, surtout des visions occidentales européennes, qui choisissent d'ignorer même les faits historiques. C'est-à-dire que vous il n'y a pas de Congolais ici, pas du tout. Ici, il n'y a que des Daoméens. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que le Bénin avait l'avantage d'avoir un Toussaint d'ouverture. Et Toussaint d'ouverture qui était à la date, donc il a mis les structures de base. Mais le gros volume, le mettre. Donc voilà un peu, il vient de nous dire que la culture haïtienne a des fondements Congo. Il ajoute que le modèle de guerre de Haïti est un modèle Congo, brûler-tête, couper-tête, brûler-caille. Il est allé plus loin, il a dit que les intellectuels, ceux qui suivent les lignes de très près, vous diront que non, mais il n'y a pas de Congo ici, il n'y a que des Dahoméens, ainsi de suite. Mais il dit qu'il y a Toussaint Louverture. L'avantage de Dahomey, c'est qu'il y avait Toussaint Louverture qui avait posé des bases. Dahomey, c'est le Bénin, disons, c'était l'ancien nom du Bénin. Toussaint Louverture qui était célèbre, qui a fait du beau travail, qui a posé les bases de ce que nous avons en face de Haïti d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point de la discussion. Je me dis, je veux bien que Toussaint Louverture ait posé des bases. La différence entre Toussaint Louverture et Dessalines, c'est que Toussaint Louverture voulait faire de Haïti un département français, comme la Guadeloupe, la Martinique et autres. Mais les amis de Dessalines et son entourage ne voulaient pas, ils avaient besoin d'une indépendance totale. C'est ce qu'il avait pu obtenir en 1903 avec la débâcle de Rochambeau. En 1803, le 18 septembre, avec la débâcle de Rochambeau, évidemment. Non, il faut revoir un peu les choses. Après la mort de Dessalines, qui a été assassiné au Pont-Rouge, après avoir été empoisonné à Pétionville par le prêtre de Pétionville. Après la mort de Dessalines, pendant 46 ans, il était interdit de prononcer le mot de Dessalines. Interdit de prononcer le mot de Dessalines. Pendant 46 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait véhiculer comme message? Dans nos livres, les manuels scolaires
dans les églises, partout dans la vie, dans le système administratif, qu'est-ce qu'ils ont fait véhiculer comme message pour essayer d'effacer toutes les velléités d'indépendance de Haïti. Il faut savoir que l'Europe, d'une manière générale, quand elle perd le combat, bon, l'Europe, non, je peux parler de la France d'une manière générale, quand elle perd le combat militaire, quand vous avez signé les papiers de paix, le système français continue à faire la guerre, mais la guerre devient une guerre spirituelle. Mais était-il possible de dire désormais effacez vos pratiques traditionnelles et devenez tous des chrétiens, des protestants? Non, parce que ayant perdu la guerre, ils n'avaient pas la possibilité d'imposer cela. Mais ils pouvaient jouer sur les ficelles pour essayer de faire promouvoir une certaine spiritualité qu'ils pensaient être la meilleure pour eux. Dans ce sens, je veux d'abord, avant de continuer, qu'on puisse savoir une chose. Moi, j'aime le vaudou. J'aime le vaudou, j'aime toute la spiritualité africaine. Je suis de ma spiritualité de base, la spiritualité Congo, mais j'aime toutes les spiritualités africaines. Mais en Haïti, nous avons une particularité que je n'ai pas trouvée à Cuba, que je n'ai pas trouvée dans tous les pays d'Amérique latine où nous travaillons. Je n'ai pas trouvé, nous sommes présents dans plus d'une dizaine de pays, je n'ai pas trouvé la réalité que je trouve en Haïti. Et la réalité que je trouve en Haïti a un impact sur ce que moi j'ai vécu au Congo. J'ai vécu une année dans la forêt. La guerre continue au Congo. Donc c'est pourquoi on essaie un peu de pouvoir donner quelques explications sur ce problème-là. Dans ce sens que pendant les 46 ans qu'il était interdit de prononcer le nom de Dessalines ou de parler de son œuvre, qu'est-ce que l'Europe a fait véhiculer, a imposé? Il a imposé le système que nous voyons maintenant. Ou de toute l'Afrique, parce que pour battre l'Europe, pour battre à plate couture toutes les armées du monde, Haïti avait besoin de la force de toutes les spiritualités africaines. Or que pendant 46 ans, ils ont bloqué toutes les autres spiritualités africaines pour laisser libre cours à une spiritualité. La conséquence, c'est que jusqu'à présent, Haïti, comme le disent eux-mêmes les Haïtiens, Haïti est une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Est une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Mais quand est-ce que va s'arrêter la dérive? Cette dérive ne pourra s'arrêter que si tous les peuples africains qu'on a transportés de force en Amérique, tous les peuples en Haïti, tous les peuples africains, toutes les communautés viennent poser leur potomitan, Si on laisse le Bénin aller tout seul, Haïti ne pourra pas survivre, Haïti ne pourra pas. Il faut que toute l'Afrique vienne, que toute l'Afrique pose ses jalons au Bénin, en Haïti. Il faut que toute l'Afrique accompagne le Bénin pour qu'il pose tous les jalons. Et ça fera de telle façon que Haïti, nuance de cause, bonjour, ça sera de telle façon que Haïti devienne le fer de lance de toute l'Afrique. Haïti deviendra le fer de lance de toute l'Afrique. Comme la Grèce a été le fer de lance de l'Europe, l'Égypte a été le fer de lance du monde, Haïti peut être le fer de lance de toute l'Afrique. À une condition, que toute l'Afrique soit présente en Haïti.
culturellement, spirituellement, que toute l'Afrique soit présente en Haïti. Cela redonnera de la force, de l'énergie à ce pays-là d'aller de l'avant. On avait dit que nous étions le 18 novembre. Ah, de ce côté-ci, nous sommes déjà le 19. Mais du côté des Amériques, du côté de notre ami Wally, Jean Risca et tous les autres, Bertoni et autres, là-bas, de ce côté-là, nous sommes encore le 18 novembre. Nous allons donc écouter ce qui s'est passé le 18 novembre. Nous allons faire parler des amis qui connaissent bien Kapwa la mort. Kapwa la mort, le général Kapwa la mort. François Kapwa, surnommé Kapwa la mort, il est presque impossible de parler de la débâcle de l'armée de Napoléon en Haïti sans dire un mot sur Kapwa la mort. François Kapwa ou François Kapwa, surnommé Kapwa la mort, né en 1766 à Delaunay, Blondaine, première section communale de Chansolme, arrondissement de Port-de-Paix. Assassiné en 1806 sous l'ordre de Henri-Christophe près de Limonade, est un officier de l'armée indigène d'Haïti lors de la Révolution haïtienne et vainqueur de la bataille de Vertières. François Kapwa est né à Delaunay, Blondaine, première section communale de Chansolme, arrondissement de Port-de-Paix. Il était fils d'esclaves vivant dans le domaine de riches planteurs français dont le nom, Kapwa, devint Kapwa pour sa famille par déformation linguistique. En 1793, il rejoint la résistance contre l'esclavagisme et les Français après le passage de Toussaint Louverture à Port-de-Paix. Il s'engage dans l'armée rebelle commandée par Jacques Maurepas et gagne ses galons d'officier avec ses exploits guerriers contre les troupes françaises de l'expédition de Saint-Domingue. Passant du grade de simple soldat à celui de lieutenant puis de capitaine. Il gagne également le surnom de Kapwa la mort en raison de son héroïsme durant la bataille de Vertières. 4 bataille de Vertières en 1803. Le 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines avait ordonné de prendre le fort de Vertières, situé sur une colline à côté de la ville de Cap-Haïtien. Kapwa la mort commandait une demi-brigade qui fut en partie décimée par le tir des canons en provenance du fort. Il relança un nouvel assaut, mais ses hommes furent encore fauchés au pied de la colline par la mitraille. Kapwa courut chercher des renforts puis, pour la 3e fois, il lança ses forces à l'assaut de ce fort en vain et laissant une fois de plus de nombreux morts. Lors du 4e assaut, il demanda à ses hommes de le suivre en criant « En avant ! En avant !» Pendant qu'il était à la tête de ses hommes, son cheval a été touché par un boulet de canon, il est tombé, mais Kapwa prit son épée, se releva et courut se mettre à nouveau à la tête de ses soldats noirs en criant toujours « En avant ! En avant !» Son bonnet garni de plumes a été emporté par un boulet. Un messager personnel de Rochambeau monta sur son cheval et partit vers Kapwa la mort. Avec une voix forte, il cria « Le général Rochambeau envoie des compliments au général qui vient de se couvrir de gloire comme ça. » Le lendemain matin, un officier français se rendit au quartier général de l'armée haïtienne sur un cheval et porta le message suivant. Le capitaine général Rochambeau offre ce cheval comme une marque d'admiration pour elle, Achille Noir, pour remplacer celui que son armée française regrette d'avoir tué. Les troupes françaises se rendirent et évacuèrent le fort de Vertières, permettant à Kapwa de devenir le héros de la bataille. À propos de l'assassinat de Kapwa la mort, Ogubal Ndjo nous a présenté l'ampleur d'un complot. À l'invitation d'Henri-Christophe de venir le rejoindre, pour venger la mort de Dessalines, Kapwa la mort se dirigeait vers le Cap le 19 octobre 1806. Sur sa route, au niveau de Limonade, il croise sur son chemin les généraux Romain et d'Artigonave ainsi que l'adjudant général Gérard. Le héros de Vertières tendit la main au général Romain pour le saluer.
L'adjudant général Gérard s'empara de son sabre et François Capua comprit alors qu'il s'était fait piéger. Il n'opposa point de résistance à ses ennemis. Il déclara au général romain: « Ton maître Christophe est bien heureux de m'avoir pris dans ce piège, car, sous peu, je lui aurais fait sentir la vigueur de mon bras. Finissons-en vite. » Il se plaça à 5 pas d'un peloton et reçut la mort. Ainsi décédait le plus brillant des héros de Vertières. Bataille ultime contre les troupes napoléoniennes. Il tombait 2 jours après l'assassinat de Dessalines, sous les ordres d'Henri-Christophe. Certains datent cet événement au 9 octobre 1806. Mais un tel drame n'aurait pas manqué de faire bruit et d'alerter Dessalines. Pour quel motif Christophe voulait-il tuer pareille icône? Nous en retenons 3. Rivalité politique et succession à Dessalines. Jalousie, popularité. 1. Rivalité politique et succession à Dessalines. Lors du complot des généraux pour renverser Dessalines, Henri-Christophe. Bon, donc nous comprenons que après avoir gagné la guerre, ils avaient des problèmes de jalousie et de succession, ainsi de suite. Bon, c'est pas ce qui nous importe ici, parce que là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Mais ce qui est important ici, c'est de voir le comportement de Rochambeau. Rochambeau veut se faire la part belle. Il dit: ah, ce général qui a démontré par son héroïsme, qui a démontré par sa bravoure qu'il est capable de grandes choses, ce général, voilà, je lui donne un cheval en remplacement de celui que nous avons tué. Comme si l'armée de Dessalines manquait de chevaux. Et comme si, comme on l'appelle lui-même, comme si Rochambeau était un enfant de cœur. Rochambeau est l'un de ceux qui a mené une guerre impossible en Haïti. Rochambeau est l'un de ceux qui a... Il va à Cuba, il va récupérer 700 champs. Il les amène en Haïti et il les distribue chez les gens. Il dit: ben, ne vous en faites pas, je vous donne des champs, des gros champs. Je vous donne des champs, mais il n'y a pas de problème parce que ces chiens-là sont mangeurs d'hommes. Ces chiens-là sont mangeurs d'hommes, mangeurs de noirs. Pas n'importe quel homme, des noirs. Ils ont été éduqués pour manger. Quand tu vois un noir, il ne faut que manger le noir. Donc ces chiens-là sont des mangeurs de noirs. Et pour démontrer que ces chiens sont mangeurs de noirs, il y avait un prisonnier, quelqu'un qu'ils avaient en prison, il le met là, il lâche les chiens. Et en moins de rien, de quelques secondes, les chiens l'ont complètement déchargé. Ce sont ces genres de gars qui vont jeter des serpents à gauche et à droite pour que tous ceux qui vont fuir meurent de comment on appelle ça, de piqûres de serpent. Ce sont ces gars-là qui vont empoisonner des eaux et tout ça pour que ceux qui ont fui n'aient pas la possibilité d'aller plus loin. Voilà pour dire que c'était un homme sensible au mal des autres, comme si Haïti avait besoin de lui, de ses bienfaits. Donc, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il dit: ben, moi, je vous donne le cheval, et ainsi de suite. Non, c'est seulement pour dire que, nous voulons dire seulement par là que c'est bien qu'on se mette à réfléchir sur des petits actes comme cela. Parce que c'est par des enfumoirs de ce genre qu'on fait passer le venin.
nous avons perdu un des généraux les plus forts, les plus vaillants. Le général Capois-la-Mort, comme vous l'avez entendu, c'était un des plus forts. Il se lance. La balle flore, le boulet de canon flore son casque. Il dit, on continue. Le boulet de canon fauche son cheval. Il dit, on continue. À l'assaut. Eh oui. C'est celui-là que nous honorons aujourd'hui. Grâce à lui, Rochambeau avait plié bagage. Grâce à sa bravoure, grâce à son flair et son savoir-faire, il savait que aujourd'hui ou jamais, aujourd'hui, donc son premier détachement est battu, le second jusqu'au 4e pour venir à bout de Rochambeau. Il fallait le faire. J'ai appris qu'il était Congo. Capois-la-Mort était Congo. Ce n'est pas pour tirer le drap de son côté, parce que la bataille de Haïti a été menée par tous les Haïtiens. Et c'est ça qui fera la force de Haïti, c'est de mettre tête ensemble, pas en les divisant. Mais quand je dis qu'il est Congo, c'est simplement parce qu'il faut aussi savoir que dans l'histoire du Congo, je veux parler du royaume Congo, ils avaient depuis la nuit des temps scellé une amitié avec les Européens. Le roi s'était fait baptiser le roi Zingakivu s'était fait baptiser à l'église catholique. Il était devenu chrétien. Même si après, il avait renoncé, parce qu'on lui disait de rejeter toutes les autres femmes, d'avoir une seule femme, ainsi de suite. Or que le système de gestion du royaume au Congo, le système de gestion du royaume, il est lié aussi aux alliances matrimoniales. Il est aussi lié aux alliances de mariage. Chaque département, chaque province, chaque chef de province a envie d'envoyer une de ses filles dans l'enceinte du roi pour qu'elle soit ou la femme du roi ou la femme d'un des parents de la famille royale. Et cette femme qui est là-bas, elle est la représentante de sa province, de son royaume. C'est elle qui doit, on n'envoie pas n'importe qui, la personne que l'on voit est préparée. Donc c'est elle qui doit donner des informations s'il y a des choses qui se passent. C'est elle qui doit donner les informations d'où elle vient. Il s'était entendu, le roi s'était entendu, avait accepté le roi avait accepté la religion catholique. Malheureusement, les catholiques qui viennent, ils se mettent aussi à rentrer dans la danse de l'esclavage. Ceux qui sont venus pour dispenser, pour enseigner le message de Dieu, ils se mettent à vendre les gens, à attraper les gens la nuit, ainsi de suite. Et ça, le roi ne l'a pas aidé, c'est pourquoi en 1804, ils ont envoyé Nevunda au Vatican. Ils ont envoyé Nevunda, il a quitté en 1804, il est arrivé en 1808. En 1608, mais il a quitté en 1604 pour arriver 4 ans après, en 1608, au Vatican. Comme voulait la règle, il est passé par le Brésil pour arriver 4 ans après au Vatican. Ils étaient partis 22.
Ils sont arrivés 6. Les autres ont été capturés en chemin parce ils étaient mis en difficulté, ainsi de suite. Tous ces biens avaient été ravis par des pirates, ainsi de suite. Donc, je voulais juste dire que le roi Congo n'était pas satisfait des conclusions qu'ils avaient tirées avec les catholiques. Naturellement, ils ne savaient pas que le pape Léon V avait déjà, dès 1554, ils avaient déjà pris la décision de dire au chef, au roi du Portugal, de l'Espagne et tout ça, allez-y en Afrique, allez-y dans les terres des Sarrasins. Les Sarrasins sont les non-croyants, allez-y ces gars-là. En tout cas, mettez la main sur tout ce que vous pouvez trouver, prenez les gens, amenez-les en esclavage, prenez l'or, diamant, leurs richesses, il faut les réduire à zéro. Mais le roi Congo n'était pas au courant de tout ça. Ils se rendaient seulement compte que ceux qui viennent pour dispenser le message de Dieu, ils sont en train de s'imbriquer dans des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. En 1665, le jeudi 29 octobre 1665, il y a eu une grande guerre à Mouila. Et au cours de cette guerre a eu lieu simplement parce que le roi n'acceptait plus l'esclavage. Non seulement qu'il n'acceptait plus l'esclavage, mais il interdisait, il voulait interdire. Il ne voulait pas que les Portugais mettent la main sur les zones où il y avait de l'or, du diamant et tout ça. Il ne voulait pas. Et il voulait aussi que soit restitué le port de Nzimbu, le port qui servait de banque pour les Congos, parce que le roi Congo avait les coquillages. Et ils avaient des coquillages comme argent, comme système monétaire. Ils avaient des coquillages comme système monétaire. Et ce système c'était au large de Luanda. Luanda, c'est la capitale de l'actuel Angola, mais tout ça, ça faisait partie du Congo dans le temps. Donc, au large de Luanda, il y a une île, et c'est là-bas où ils allaient prendre l'or, ils allaient prendre comment on les appelle, les coquillages, qui étaient plus ou moins dorés, qui étaient assez spéciaux. Donc, c'est là-bas qu'ils allaient prendre les coquillages. Donc, les Portugais ont mis la main là-dessus. Donc, le roi réclamait ce port-là, cette île-là, et en dehors de ça, il ne voulait pas leur montrer là où il y avait l'or, le diamant. Comme il ne pensait pas, il ne voulait plus aussi qu'il y ait de l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une très grande guerre le 29 octobre 1667. Les canons ont pris le dessus sur l'art de la guerre des Congos. Les canons ont pris le dessus sur l'art de la guerre Congo. Et l'homme qui était parti chez le pape, c'était pour dire au pape, nous ne voulons plus de l'esclavage, et de choisir qui devait venir au Congo et qui ne devait pas. Parce que très souvent, on nous envoyait des bandits. Les gens, au lieu de faire la prison là-bas, on dit, va 10 ans. Va au Congo, tu vas aller faire la prison là-bas. Mais il va continuer, il fera pire que ce qu'il a fait dans le pays où il a causé des actes reprochables. La guerre de Mouila, le roi a eu la tête décapitée. Mais avant de mourir, il a dit Congo Talikadi Baswe Basinga. Que le Congo, c'est une pierre qui ne doit pas s'effriter, mais doit être comme des fibres d'une guitare qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Et vous allez vous rendre compte qu'à partir de ce moment-là,
les Congos sont rentrés en résistance. Les Congos sont en guerre jusqu'à présent. Évidemment, ceux qui tombaient dans les panneaux entre les mains des esclavagistes, on les emmenait en terre d'esclavage. Les Congos savaient que les Européens ne respectent pas la parole donnée. Quand vous les avez battus militairement, ils utilisent d'autres, ils passent dans la guerre spirituelle et autre chose, ou guerre économique, n'importe quel genre de guerre. C'est leur façon de vivre, de penser et d'agir. C'est bien que quand ils arrivent en Haïti, dans tous ces pays-là, d'ailleurs, ils se disent, il faut qu'on reste ensemble, il ne faut pas fuir. Il faut qu'on se mette à chanter, il faut qu'on se mette à travailler. Le temps de faire, de mûrir les tactiques de guerre. Parce que le Congo, au XVIe siècle, était l'un des États les plus puissants d'Afrique. Au XVIe siècle, le Congo était le royaume chrétien d'Afrique. Déjà en 1518, le fils du roi Zinga-Vemba, Alfonso Ier, enseignait latin au Portugal. Il y avait plein de collèges, il y avait plein de lycées au Congo. Et les militaires étaient bien formés. C'est pourquoi d'ailleurs en Haïti, les gens n'ont pas compris. Les Européens n'ont pas compris. Quels sont ces esclaves-là? Des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Mais dès qu'ils mettent la main sur une garnison, ils se mettent à manipuler les armes comme des bouts de pain. Quelle est cette qualité d'Africains? Qui sont-ils? Quelle est cette qualité d'Africains? On a dit, ce sont les Congos. Et le résultat, nous le voyons maintenant. Les Congos sont déclarés persona non grata partout. Je voulais dire par là que connaître l'histoire de Haïti et connaître l'histoire du Congo nous permet de voir clair. Pas seulement le Congo, mais l'Afrique. En ce qui me concerne, ma spécialité, c'est Haïti et c'est le Congo. La présence Congo en Haïti, ça fait partie c'est sur ça que je travaille. Donc je me dis, ce qui importe là, c'est essayer de connaître tout cela pour donner des explications, pour apporter des explications. Pourquoi est-ce que quand Toussaint Louverture accepte d'aller négocier dans le bateau, pourquoi est-ce que Toussaint Louverture pense faire de Haïti un département français? Pourquoi notre groupe pense que ces hommes-là, ils ne respectent jamais la parole donnée? Au Congo, ils n'ont pas respecté la parole donnée. Ce n'est pas ici, en terre d'esclaves, qu'ils vont respecter la parole donnée. Vous connaissez Petro Lemba? Mais Petro Lemba, c'est une spiritualité forte du Congo. Lemba, c'est l'académie Congo. De l'autre côté, il y a Pedro. Donc, Pedro Lemba, c'était un grand prêtre catholique et un grand prêtre connaisseur de la spiritualité de Lemba. Donc, des gens qui ont cru à la Bible, des gens qui ont cru au discours des Européens. Malheureusement, ils se sont rendus compte que c'est des gens
qui ne respectent pas leurs paroles données. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que Petrolemba a fait en Haïti. Comment ça s'est transformé. Il faut savoir que dans la spiritualité haïtienne, il y a le rara et le Petrolemba. Quand on a échoué dans le rara, on va au Petrolemba, le vaudou avec les yeux rouges. Donc voilà quelques conclusions que nous allons tirer là-dessus. La date du 18 novembre est une des plus grandes dates de l'Afrique. Nous devions prendre ce soin-là de célébrer cette date-là comme font tous les autres pays qui se respectent, qui célèbrent leur date. Ça, c'est le 1. 2, Kapoa-la-Mort était un des meilleurs. Kapoa-la-Mort était un des meilleurs. C'est lui qui a fait fuir Rochambeau. Mais je voulais aussi parler de la partie Congo de Kapoa-la-Mort pour vous dire que les Congos, en traversant, déjà, il y a un livre là de M. Melonzeto, il est en train d'expliquer les Antoniens, ça c'est vers les 1700, hein, ceux de Kimpavita qui vont partir du Congo, la traversée. Ils sont en train de chanter, les esclaves, ils sont en train de chanter leur chanson de Kimpasi, du Lemba. Ils sont en train déjà dans le bateau, ils savaient que la guerre n'était pas terminée. Ils devaient aller continuer la guerre. Mais continuer la guerre, ils devaient être unis. Et ils devaient savoir que ceux qui les ont mis en esclavage, c'est des gens à qui il ne faut pas faire confiance. C'est pour cela que quand Toussaint Louverture est emprisonné et capturé, et qui dit que voilà, vous avez coupé l'arbre en m'arrêtant, vous avez coupé le tronc de l'arbre, mais l'arbre repoussera parce que les racines sont nombreuses. Les racines sont nombreuses. Et les autres, ils sont restés, ils ont dit, ah, donc vous voulez négocier avec Toussaint Louverture pour faire de Haïti un département français, c'est pas ça. Peut-être brûler car ils ont brûlé Port-au-Prince, ils ont brûlé toutes les maisons, parce que c'est ça que vous voulez prendre, on les brûle. Et là, ils ont compris que non, les négociations qui continuaient à mener avec Toussaint Louverture n'avaient pas abouti. Donc, en conclusion, si je peux me le permettre, c'est que le drame qu'a traversé Haïti, les actes posés par les Haïtiens ont été particularisés et singularisés. Parmi les groupes, les communautés, l'une des communautés les plus fortes, la plus nombreuse, c'est la communauté Congo. Et par malheur, c'était celle-là qui était toujours aux avant-postes de la revendication, des guerres, ainsi de suite. La conséquence, c'est qu'ils ont été déclarés persona non grata en Haïti, comme au Congo. Quand j'ai passé une année dans la forêt, je me suis dit, mais comment se fait-il que mon grand-père a vécu en prison pendant 8 ans, et c'est de là où il a dit qu'il sort de prison, qu'il a plein de problèmes, il était agonisant, il dit, ben, tout chez moi a brûlé, il faut seulement dire aux petits-fils de mes petits-fils ce que les parents de mes parents ont vécu. C'est d'abord l'origine du Malakiba Congo. Et à côté de cela,
Moi aussi, je traverse des moments difficiles, je passe une année dans la forêt, ainsi de suite. Je me dis, mais d'où vient ce mal? Je suis allé en Europe, j'ai cherché, c'est pas là. Il fallait que j'arrive jusqu'en Haïti, comme par hasard, pour comprendre que le mal dont souffrent les Congolais a des origines en Haïti. Les actes posés par les Congos en Haïti ont eu des conséquences et continuent à avoir des conséquences dans le pays où je vis, dans les pays où nous vivons. Je veux dire l'Angola, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, ainsi de suite. Mais malgré tout ça aussi, on se rend compte que Haïti continue à être une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Comment faire pour aider Haïti? Il faut que toute l'Afrique, toutes les communautés africaines viennent faire de la reconnaissance en Haïti et viennent poser leur poteau en Haïti, un poteau mi-temps, de telle façon qu'ils puissent bloquer et que Haïti puisse se stabiliser au plan culturel, au plan spirituel, au plan intellectuel, à tous les niveaux. Et de là, donner une réponse au professeur de Rebourg qui disait 75% de la population haïtienne est originaire des terres Congo, mais pourquoi seulement le vaudou? Pourquoi seulement le vaudou? Et pour le comprendre, je suis allé au moins 10 fois au Bénin. Je suis allé au moins 10 fois à, comment on appelle ça, à Ouida, la capitale du vaudou, pour comprendre comment sont faites les choses, comment... Quand vous allez à Ouida, au temple des Pitons à Ouida, vous avez en face de vous la première cathédrale catholique. Vous allez juste traverser la rue, en face, il y a la première cathédrale catholique. Et vous allez vous rendre compte qu'au Congo, les Ngunza, la spiritualité africaine, n'a pas pu trouver un terrain d'entente avec les catholiques. Le mouvement d'indépendance est parti de là. Il y a eu beaucoup de combats entre ceux de la spiritualité africaine, Congo, et ceux disons, les prêtres catholiques. Le matsouanisme est parti de là. Et comment se fait-il qu'ils ont eu, au niveau du Bénin, il y a un terrain d'entente. Ils ont trouvé un modus vivendi. Ces hommes-là, pour trouver un modus vivendi avec eux, il faut faire un marché. Qui était la marchandise? Qui était le dindon de la farce? Qui était le dindon de la farce? Il suffit de savoir que quand des Brazza vient au Congo et qu'il repart, qui il laisse sur le poste? Malamine. Il laisse Malamine sur le poste. Malamine venait du Sénégal. Donc, il y a plein de choses à voir, à comprendre. Haïti m'a permis de comprendre l'histoire du Congo et j'aimerais que, apprenant l'histoire du Congo, vous aussi, vous arrivez à comprendre l'histoire de Haïti parce que les choses s'imbriquent. Il faut connaître l'histoire de Haïti et avoir été à la Vertière. J'ai été à la Vertière, j'ai regardé, je me suis dit, oh, c'était merveilleux, c'était beau. Quand tu vois cette image-là de comment on l'appelle, tous ceux qui ont fait la guerre, Capois la mort et tout ça, quand tu vois les statues qui sont là, le cheval qui est tombé, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça vous permet
de réfléchir, de comprendre. Gérard Forestal, bonjour. Géry Alexandre, bonjour. Donc voilà un peu, ne vous arrêtez pas à ce qui est écrit dans les livres. Allez vous-même toucher avec vos mains pour essayer de vous donner, de vous faire une idée générale des choses. Et comprendre l'idée de l'histoire de Haïti, il faut comprendre d'où viennent ces hommes-là. Il faut aussi comprendre l'histoire de là où viennent ces hommes-là. Quand Capois-la-Mort décide qu'aujourd'hui, couper tête et brûler caille, aujourd'hui, on doit en terminer, mais c'est parce que Capois-la-Mort, si ce n'est lui, ses grands-parents ont déjà vécu ces choses-là avec les Européens au Congo. Donc, quand vous comprenez cette histoire, vous pouvez mieux analyser ce qui est en train de se passer en Haïti. Le 18 octobre, le 18 novembre 1803 devrait être la journée de la liberté de l'homme noir. Wally, Jean Riscard, j'aimerais qu'on prenne langue et qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette date-là au Chili, en Haïti et au Congo pour les années qui viennent. Donc, Samba nous dit de faire attention. Racine Mapou de Azor, c'est une très bonne chose. Samba dit de faire attention. Nous tous, nous devions faire attention. Donc, voilà un peu, nous tirons vers la fin. Nous avons dit qu'il y a un atelier qui va se tenir très bientôt en Haïti, atelier de la Banque éthique africaine des Ougons et des Mambo. Pourquoi une banque éthique? Je n'ai pas dit la banque des financements, la banque d'investissement, je n'ai pas dit la banque des grains, je n'ai pas dit la banque des livres ou la banque des idées, j'ai dit la banque éthique. Ne voyez pas des millions, voyez d'abord l'éthique. L'éthique, c'est le comportement, l'éthique sont les mœurs. Si vous n'avez pas poli vos mœurs, vous n'avez pas réglé votre comportement, tous les milliards qu'on mettra sur votre main ne feront que provoquer des guerres. Nous sommes en train de travailler là-dessus et nous venons d'avoir aussi des appels de pied. En fin janvier, nous avons la possibilité d'être en Honduras, en Équateur, en Honduras, au Salvador, pour aussi créer pour un atelier création de la Banque éthique africaine de ce côté-là. Maintenant, à propos du Malaki Congrès Congo Vision 3018. J'ai eu des appels de pied. On me dit pourquoi seulement Paris, pourquoi seulement Paris, pourquoi seulement Paris. Ok, je suis d'accord. Donc nous allons organiser ce Malaki Congrès Vision Malaki Congrès Congo Vision 3018. Donc, la vision des Congo dans 1000 ans, qu'est-ce qu'ils vont être? Nous allons le faire éclater. C'est-à-dire qu'on va être en Angleterre, en Haïti, partout, de telle façon qu'on puisse s'asseoir avec ces communautés, s'asseoir avec ces hommes qui nous disent, selon leur point de vue, quelle est leur vision
pour le monde Congo, leur communauté Congo, Vision 2019, pardon, Vision 2019. Quelle est leur idée? Comment et quels sont les moyens de leur politique? Comment ils peuvent s'arranger? Moi, je leur propose déjà de créer partout la banque de l'éthique africaine, de telle façon qu'ils puissent, quand ils ont poli leurs mœurs, quand ils ont créé leur structure, quand ils ont une bonne manière de gérer leur mode d'être, leur morale, leur éthique, leurs mœurs, tout ce qu'on va mettre entre les mains sera bien entretenu et bien géré. Comme me disait un jeune homme âgé de 13 ans, c'est chez la famille Dia. La famille Dia, c'est au Bénin. C'est des Martiniquais, Antillais qui se sont installés au Bénin, qui ont créé une école pour les jeunes gens. Un élève de 13 ans m'a dit, ici, on nous apprend à reconnaître notre identité et à la défendre. Donc, chaque identité, chaque communauté a ses mœurs, a sa morale, c'est son identité, donc il faut reconnaître son identité et la défendre. Donc, le congrès sera de manière éclatée et petit à petit, on va vous donner les formes que prendra l'organisation. Et de l'autre côté, nous avons un flash sur sur la nuit du Poule. La nuit du Poule, c'est une des régions du Congo qui est en train de vivre un enfer. Le Poule est une région qui vit un génocide depuis 40 ans. Et depuis 20 ans, ça s'est vraiment accéléré. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu pendant une année dans la forêt. Il y a d'autres qui ont vécu là-dedans pendant 20 ans. Les écoles sont brûlées. Donc, il y a des gens qui ne vont plus à l'école. Donc, la communauté, la diaspora du Poule en Europe a dit il faut que Kembe Fort, il faut qu'ils se mettent tête ensemble pour aller de l'avant. Donc, ils vont se retrouver sur la base culturelle et essayer, la culturelle pour le développement, et essayer de porter main forte aux communautés du Poule. Donc, la réunion va se tenir le 24 novembre à Paris, donc le week-end prochain à Paris. Et de là, ceux qui veulent y aller, ils vont prendre, pour le métro, ils prendront la ligne 12. Métro ligne 12, arrêt Max Dormois et Porte-la-Chapelle. Max Dormois ou Porte-la-Chapelle. C'est dans le Paris 18e, donc vous devez venir à la rue des Roses. Rue des Roses, numéro 29, au centre Kisogogne-Diangoya. Ceux qui prendront le bus, c'est le bus 65. Il va de la gare du Nord jusqu'à Porte-la-Chapelle. Vous allez descendre à l'arrêt des Roses. Bus 65, descendre à arrêt des Roses. Et là, vous allez au numéro 29 de la rue des Roses. Pour ceux qui veulent prendre les bus, disons la voiture, ils doivent savoir que il y a des difficultés pour stationner souvent les week-ends. Donc, c'est bien de pouvoir se stationner là où vous pouvez, pouvoir stationner votre voiture même vers Porte-la-Chapelle ou bien vers Max Dormois. Puis après, vous venez à pied, vous êtes à 5 minutes de là. Voilà. Le pèlerinage au cœur de l'Afrique, c'est du tourisme que nous faisons. Nous allons en Afrique pas seulement pour sympathiser avec les lions, les léopards, non, nous allons en Afrique pour communiquer, pour communier avec les êtres vivants. Surtout que le président du Ghana a déclaré a déclaré que l'année 2019 sera dédiée au retour des Africains, au retour des Afro-descendants en Afrique. Alors, nous allons nous adapter à cela et c'est de ça même que nous allons discuter avec toutes les communautés que nous allons rencontrer dans les Amériques. Voilà. Plus jamais ça, nous avons un programme. Nous avons dit aux gens de nous donner leurs photos.
Nous allons créer des calendriers, nous allons faire des expositions, les photos où ils étaient complètement décharnus quand ils sont sortis de la guerre. Voilà, c'était ça le discours d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous avoir eu, nous sommes très contents de vous avoir, de savoir que nous avions été suivis. Entre-temps, un peu de musique pour vous, un peu de musique pour vous, un peu de musique pour vous, mais celle, la belle que j'aime bien. Wally, Jean Risca. Cette musique a été très bien appréciée au Congo dans les années 75-78. Tous les bars terminaient par cette musique. Coupez, clouer. Aïe bobo, c'est un jour de fête aujourd'hui. C'est le 18 novembre, un jour de fête. Allez-vous-en, les esclavagistes, allez-vous-en. Allez-vous-en, les esclavagistes, allez-vous-en. Tu es fou, hein? Tu coupé cloué. Donc, s'il vous plaît, cette chanson-là, elle était très connue au Congo. Et très souvent, les bars, vers 2h, 3h du matin, quand elle mettait cette chanson, c'est pour dire aux gens de s'en aller, de rentrer à la maison. Et nous voulons dire que 1803, le 18 novembre, et 2018, le 18 novembre 1803 et le 18 novembre 2018, nous disons à tous ces esclavagistes, s'il vous plaît. Allez-vous-en. Garçon, c'est pour ça que mademoiselle me paraît n'importe là, avancez. Je suis bon qui laisse quitter là. Allez-vous-en. Eh oui, chers amis, c'était un bonheur que d'avoir partagé, de partager avec vous aujourd'hui. Tous les esclavagistes, libérez.
Esclavagistes, allez-vous-en. Laissez-nous taire, laissez-nous taire. Allez, 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 allez. Allez-vous-en, on n'a plus besoin de vous. Allez-vous-en. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Laissez l'Afrique. Allez-vous-en, 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 allez-vous-en. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous. Merci à vous, merci à vous, Elena Puntados. Hola, Elena, hola. Merci, merci à vous, merci à vous, merci à vous. Allez, merci. See you next, my dear. See you next. Time is up, see you next.